Traité au Rayot, troisième chapitre, quatrième Mishnah. Boker Tov, notre quatrième Mishnah du troisième chapitre, va analyser les différences entre deux sortes de Kohanim Gdolim, de grands Kohen, de grands prêtres, si vous voulez, et va nous donner les éléments qui étaient implicites dans les Mishnayot précédentes et qui maintenant donc, ont été bien plus explicités. Le sens de cette Mishnah est également historique, puisqu'on va y voir un changement fondamental concernant le statut et la prise de fonction du Kohen Gadol. Alors, en petit préambule historique, eh bien, le Kohen Gadol, généralement, était oint. Pendant toute la période du premier temple, donc jusqu'à moins 586, jusqu'à la destruction de Jérusalem et du temple, eh bien, le grand prêtre était oint par l'huile d'onction. Et alors, il s'est passé quelque chose à partir de l'époque de Yoshiyahu, qui était donc le 16e roi des rois de Judée, Malché Yehuda, qui a gouverné pendant 31 ans, et à un moment, il a décidé de camoufler, de cacher l'huile d'onction, comme cela apparaît dans le Talmud, et cette huile d'onction aurait été donc cachée avec le Aaron, c'est-à-dire l'arche dans lequel étaient les tables de la loi et les brisures des premières tables de la loi, avec également un petit pot avec la nourriture qui était donc la manne, et le bâton de Aaron, et donc c'est donc ces objets qui ont été camouflés. On ne sait pas vraiment où ils ont été camouflés. Le Talmud ne sait pas si ça a été camouflé sous l'endroit du Beth Amikdash, donc sur le mont du Temple. D'ailleurs, le Rav Getz, qui était pendant longtemps le rabbin du Kotel, eh bien, a été acharné pour retrouver cet endroit et retrouver l'Arche Sainte et tout ce qui a été caché là-bas, si c'était là-bas. Mais pour des considérations politiques, ça n'a pas été possible. Ou alors, est-ce que ces objets-là ont été exilés en Babylonie? En tout cas, donc, pendant la période du premier temple, le grand prêtre était oint par cette huile-là, mais dès lors que cette huile a donc été cachée, donc période essentiellement du second temple, eh bien, le Kohen Gadol n'était plus oint, mais devenait en fait Kohen Gadol par une autre action qui était celle de porter les 8 habits du Kohen Gadol. Vous imaginez bien qu'on prend une fonction généralement par une nomination. C'était plus ou moins donc la nomination effectuée par le Sheben HaMishra. Et puis alors, on peut également changer d'habit. Je pense à une prise de grade, par exemple, dans le cadre de la vie militaire, où la personne va avoir immédiatement sur son épaule différents grades, peut-être avoir des habits un peu différents. En tout cas, la Mishnah nous dit donc la chose suivante. Quelle différence y a-t-il entre le Kohen Mashiach et le Kohen et le Kohen donc qui n'est plus oint, ou un Mashiach, qui est donc le Kohen qui est oint? Eh bien, c'est un Mashiach Beshem HaMishra. C'est uniquement le Kohen qui est donc oint avec l'huile d'olive, lo hamerubeh bilgadim, et non pas celui qui est donc habillé par les 8 habits qui vont donc être pour lui la personne. Il va donc prendre fonction dans sa keuna. La Mishnah continue et nous dit En ben Kohen HaMashiach Beshem HaMishra lemerubeh bilgadim, et là par Abba al-Kolanis. Y a-t-il encore une différence à part la prise de fonction? Eh bien, oui, il y a une différence, c'est que la personne qui va être oint, Beshem HaMishra, donc le Kohen Gadol qui est oint, eh bien, lorsqu'il fait une erreur, comme on l'a vu tout au long de ce traité-là, eh bien, il va devoir amener donc un par, c'est-à-dire un taureau, alors que le Kohen qui est Merubé de Gadim, eh bien, lui ne va pas amener le par, puisque le texte définit bien à Kohen HaMashiach, uniquement donc le Kohen qui est donc oint. Et bien, pour toutes les autres mitzvot, pour tous les autres commandements, eh bien, ils ont le même statut. Ve'en ben Kohen Meshamesh le Kohen Sha'avar, et la part Yom Kippourim va série Taïfa. La Mishnah introduit ici deux nouveaux concepts. Il y a le Kohen qui est en fonction, le Kohen Meshamesh, qui est donc en fonction, et le Kohen Sha'avar, le Kohen donc qui a été anciennement Kohen et qui n'est plus maintenant à sa fonction. Il s'agirait donc d'un Kohen, comme on l'avait vu avant,
qui a été donc rendu inapte par un défaut, par exemple, mais il peut ensuite évidemment revenir à son statut. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre le Kohen qui est en fonction en ce moment et le Kohen qui est en fonction? Donc, en fait, si vous voulez, encore une fois, pour essayer de comprendre sans aucun parallélisme ni historique ni conceptuel, imaginez-vous donc un grand rabbin qui était grand rabbin, et puis ensuite, donc, il a été destitué, ou alors il n'a pas été réélu, mais on a un autre grand rabbin. Y a-t-il une différence entre ces deux grands rabbins? Eh bien, la Mishnah nous dit, la différence, c'est que le Kohen qui est Meshamesh, c'est-à-dire le Kohen donc, qui est en fonction, eh c'est lui qui va amener donc le Korban de Yom Kippourim, et non pas l'autre Kohen, et Assiri Taefa, c'est-à-dire un autre sacrifice qui était amené par le Aaron et ses enfants, le matin et le soir. Et dans ces cas-là, ce korban qui s'appelait donc Minchat Chavitin, le korban donc de la chavita, de l'omelette, si vous voulez, eh bien, le Kohen Gadol l'amène, le présente tous les jours. Et ce korban-là, eh bien, ne peut être fait que par le Kohen Meshamesh, le Kohen en fonction. La Mishnah continue, nous dit Zé Shavin. Par contre, on a des points sur lesquels ils sont égaux. Par exemple, Be'avodat Yom Kippourim, les deux peuvent donc servir dans le travail de Yom Kippourim. Et le Kohen Meshamesh et le Kohen Shavar, les deux peuvent le faire. Il faut uniquement être présent un Kohen Gadol pour ces cas-là, parce qu'ils peuvent les deux donc amener les différents korbanot de ce jour-là, ou Metsuvin avec tout là. Les deux ne peuvent pas se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Asurim ala almana, ils ont également l'obligation, les deux, de se marier avec une femme qui n'est pas almana, qui n'est pas veuve. Ve'enan metanim bikro vehen, concernant le rapport à la mort, ils ont également le même statut. Ils ne se rendent pas impurs pour leurs proches, puisqu'on le sait que pour le Kohen Gadol, eh bien, il ne pouvait même pas se rendre impur pour ses proches, alors qu'un Kohen normal pouvait se rendre impur, c'est-à-dire partir à l'enterrement, partir sur la tombe d'un de ses 7 proches, sur lesquels on prend donc la Avelout, le deuil, c'est-à-dire donc sa femme, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur. Donc les deux ne peuvent pas se rendre impurs. Vélo pour in, et les deux ne pourront pas également laisser pousser les cheveux. Vélo pour mime, et lorsqu'il y a un deuil, ils ne vont pas se déchirer le vêtement. La Mishnah prochaine va nous donner des petites informations supplémentaires sur ce point-là. Et en cas donc de meurtrier involontaire qui doit donc fuir dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre, et bien également ces deux Kohanim, si l'un des deux vient à décéder, eh bien, ils pourront donc faire libérer le meurtrier donc, qui a tué par inadvertance, ou en tout cas de façon involontaire. Et donc une Mishnah qui nous parle donc des différents Kohanim. Il y a donc une dimension historique à cette Mishnah, quelque part en minimisant, en limitant certaines choses uniquement en Kohen Mashiach. Eh bien, on aurait pu imaginer que la Mishnah cherche justement à ne pas appliquer si facilement, encore une fois, comme dans le cas du roi, les principes de Shogeg, les principes d'enseignement et d'instruction donc, par inadvertance, mais il semblerait donc qu'à part cette dimension-là, les deux Kohanim sont quasiment bien, les mêmes sur ces dimensions-là, puisqu'on voit bien qu'ils ont un statut qui est quasiment égal, et je vous retrouve pour demain pour notre 5e Mishnah. Bonne journée.